Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? On va déjà faire un test micro pour les participants à ce webinaire sur le certificat Management de l'innovation responsable. Via le chat, vous pouvez juste me dire si vous m'entendez bien, si tout fonctionne. Bonjour à tous. Bonjour. Nous, ça fonctionne. Parfait. Voilà, j'ai eu un retour. Parfait. Écoutez, bienvenue aux participants du webinaire de la présentation de l'Advanced Certificate Management de l'innovation responsable. Je suis Carole Michelon, je suis responsable du recrutement des admissions sur ce programme et j'ai la chance d'être accompagnée aujourd'hui pour cette animation par Xavier Pavie, qui est le directeur académique de ce certificat, François Fetch, qui est le directeur projet, et puis deux anciens participants du programme, des certifiés de la promo 2020, qui sont Aurélie Loubès et Jérémy Viel, qui vont témoigner de leur participation à ce programme. Donc, vous avez la possibilité, et de toute façon, vous les avez à l'écran. Aurélie Loubès qui va se présenter et Jérémy un peu plus tard. Moi-même, Carole Michelon, consultante de formation, responsable pédagogique François et Xavier Pavie, notre directeur académique sur ce certificat. Donc, pour ce webinaire, on va bien entendu vous présenter le programme. C'est Xavier Pavie, à qui je vais bientôt laisser la parole, qui va vous présenter le public de cette formation, les objectifs, les points forts du certificat Management de l'innovation responsable à l'ESSEC. Ensuite, c'est François Fège qui vous présentera la direction des projets stratégiques sur ce certificat. Et enfin, nous arriverons au retour d'expérience des certifiés que j'ai nommés en introduction. Et on terminera par une série de questions-réponses. C'est important de savoir et vos questionnements par rapport à cette formation. Et puis, je terminerai moi-même par la partie financement et admission et procédure de recrutement pour ce programme qui démarre très prochainement. La rentrée est prévue pour le 4 octobre. On est encore en plein recrutement. Bien entendu qu'il n'est pas trop tard pour candidater. Mais je vais du coup maintenant vous passer la main à Xavier Pavie pour échanger sur le contenu de ce programme de façon à ce que vous ayez un peu plus d'informations à ce stade. Super. Xavier, c'est à toi. Merci Carole. Vous m'entendez bien aussi, hein? Parfait. Oui. Ouais. Non, vous m'entendez pas. Oui, ah ok, parfait. On très bien. François, bougez plus. J'ai pris peur. François, ne bougez plus. Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue à tous. C'est un plaisir de vous accueillir pour ce webinaire dédié au management de l'innovation responsable. C'est un programme qui a quasiment 10 ans maintenant, il doit avoir 9 ans ou 10 ans. Et c'est un programme qui a été créé plutôt avec une orientation strictement innovation, ce qu'il a été pendant très nombreuses années. Je dirais peut-être les 4-5 premières années. Et très vite, on a voulu associer une dimension, c'était naturel, d'associer une dimension de responsabilité. Et puis, il n'y a que 2 ans où on a décidé de changer complètement le nom en management de l'innovation responsable, ce qui veut dire qu'il n'est en rien retiré une question d'innovation. Au contraire, c'est plutôt comment on l'a renforcé pour ajouter une question de responsabilité compte tenu des enjeux que nous connaissons tous, sur lesquels on pourra revenir, mais qui semblent évidemment naturels. C'est ce pourquoi le premier objectif concerne l'innovation, et concerne l'innovation d'une manière, je dirais, très classique, ces techniques, les méthodes, les phases de créativité, jusqu'au lancement d'un produit, d'un service ou d'une solution. C'est un ensemble complet, ce qu'on appelle Innovation Process Management, qui est globalement enseigné pour que l'on comprenne bien quels sont les enjeux de l'innovation.
ça prend déjà quelques jours dans la formation d'acquérir ces techniques claires d'innovation. La notion d'économie de service qu'on note ici, c'est économie de service, c'est marketing de service, c'est simplement comprendre que nous avons une évolution économique, notamment dans nos continents, qui ne sont plus tournés uniquement vers la production, mais également vers une économie de service. Et donc, on essaye de voir quelles sont les modalités des organisations de services, quelles qu'elles soient. Ce n'est pas forcément des services marchands, ça peut être des associations, ça peut être des institutions, et également les organisations de production ou les organisations industrielles, dans quelle mesure elles ont justement une dimension également service qui est de plus importante pour elles. Nous ne pouvons pas continuer d'innover tel que nous l'avons fait, je dirais, depuis 70 ou 80 ans. Alors, si on prend le tout début du XXe siècle avec les définitions économiques, après-guerre en tout cas, nous n'avons plus la possibilité de le faire pour au moins 3 raisons. Les raisons sont d'ordre politique. Chaque innovation que nous faisons a une conséquence politique. Je pense à l'intelligence artificielle, je pense aux caméras de vidéosurveillance, je pense aux réseaux sociaux. Il y a un enjeu politique. Il y a un enjeu environnemental majeur. Chaque innovation a un coût environnemental et nous avons la nécessité de le prendre en compte, qu'on le veuille ou pas, parce que légalement, c'est également un enjeu important. Et puis la troisième dimension qui n'est pas négligeable, c'est la question humaine. On peut évidemment penser aux questions du transhumanisme, par exemple. On peut penser aux questions également d'innovation dans la santé et ou d'innovation biotechnologique. Et ces 3 dimensions-là nous obligent à repenser l'innovation en intégrant une question de pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Et cette question de la responsabilité est intimement liée à la question de l'innovation. Et donc, c'est le 3e objectif de cette formation. Il y a un 4e objectif, François va y revenir dans un instant, mais je le note simplement comme objectif qui est nous avons besoin d'ancrer dans une certaine réalité l'ensemble de nos enseignements. Et l'enseignement que l'on formule ici, évidemment, est toujours associé, que ce soit d'exemples, que ce soit de témoignages, que ce soit une dimension plus globale sur comprendre l'innovation de manière concrète. Il y a un enjeu d'un projet innovant que vous amenez ou pas, ou sur lequel vous participez à l'occasion de cette formation-là. Et c'est un fil rouge du début jusqu'à la fin et qui est l'élément certifiant de votre formation, un élément déterminant qui, du début jusqu'à la fin, vous oblige à construire et à développer un projet. Le dernier, on y reviendra donc. Le dernier élément, acquérir un comportement éthique, c'est bien formulé tel quel, mais il faut le comprendre. Adopter un comportement, acquérir un comportement éthique, c'est que nous formons à l'ESSEC, d'une manière générale, avec des étudiants, mais comme des participants, on essaie de former des individus. On ne forme pas des cadres ou on ne forme pas des dirigeants. On est en train de former des individus à avoir un comportement pour pouvoir gérer des organisations, je le répète, pas forcément profitables, mais gérer des organisations. Et la gestion de ces organisations-là appelle à un certain type de comportement ou d'attitude. Et c'est important parce que nous choisissons dans cette formation-là, peut-être plus qu'une autre, à essayer de vous questionner vous-même. C'est pourquoi la dimension philosophique est extrêmement importante dans ce programme. Nous avons 1, 2, 3 journées dans lesquelles la question philosophique est importante et qui amène à nous poser aussi des questions sur qui nous sommes dans cette organisation, à la fois l'entreprise, à la fois l'institution, mais également de manière sociétale. Ce programme s'adresse je dirais à tout le monde. Ce que je viens de dire là, c'est simplement 46 ans, c'est la moyenne d'âge. Et voilà, hommes et femmes, c'est à peu près identique. Ce sont des personnes qui connaissent l'innovation, mais qui veulent comprendre ce qu'est l'innovation responsable, ou en tout cas peuvent faire de l'innovation, mais ce dont je me suis aperçu au fur et à mesure des années, c'est qu'ils n'ont pas forcément les méthodes très claires de l'innovation, les cadres très clairs de l'innovation. C'est-à-dire qu'on peut innover sans forcément avoir les différentes méthodes ou les différents processus clairs, ce qui n'est pas évident, par exemple, lorsqu'on a une équipe, lorsque l'on veut diffuser l'innovation. Et donc, même un spécialiste de l'innovation aurait intérêt à regarder pour pouvoir mieux le diffuser dans l'entreprise, par exemple.
mais ça peut être aussi un spécialiste pour regarder plus la question de la responsabilité. Et puis, l'autre dimension, c'est je ne connais rien à l'innovation, mais je dois m'y mettre. Les points forts, c'est des professeurs qui sont choisis au fur et à mesure des années. On a essayé de faire en sorte d'avoir les meilleurs dans leur discipline. Ils ne sont pas tous professeurs à l'ESSEC, hein. On cherche les meilleurs intervenants possibles dans les différentes disciplines et dans les différentes dimensions que l'on souhaite partager. Donc, ça peut être, il y a notamment Marc Grassin de l'Institut catholique de Paris, il y a d'autres individus, notamment de Sciences Po, de CNRS, qui viennent aussi. L'objectif est d'avoir un équilibre, je l'ai dit, entre la partie théorique et la partie opérationnelle. Accès privilégié à d'autres ressources, puisque nous ouvrons évidemment, je dirais, les vannes aux ressources de l'ESSEC en général, que ce soit des cours en ligne, par exemple, que ce soit d'autres formats de conférences. Définition et conduite en petits groupes, projets innovants, ça c'est extrêmement important, en lien également avec le partage d'expériences de tout un tas d'autres participants qui peuvent venir dans le programme. En Executive Education, c'est très important de comprendre qu'il y a à la fois le savoir que vous pouvez recueillir, mais également le savoir qui est partagé à l'occasion d'une cohorte. Parfait. Merci Xavier pour ces éléments qui sont, j'imagine, indispensables à la connaissance de nos interlocuteurs. On va maintenant faire un focus sur la partie projet collectif. C'est un programme qui se veut être très opérationnel pour vous, futurs participants. Donc, je vais passer la parole à François Feige, qui est directeur de projet, responsable pédagogique sur ce programme, qui nous présente un peu le déroulement des projets stratégiques. Merci Carole. Alors comme le disait Xavier dans son 4e point, il y a un côté très pratique dans ce programme, puisque chacun des participants arrive avec un projet d'innovation qu'il souhaite partager avec les autres. Dans cette notion de partage, il y a une notion de groupe, et la première séance, la première fois que vous arrivez dans notre programme, il va falloir choisir quelques projets qui vont rassembler entre 4 et 5 participants autour de ce projet. Donc vous allez travailler en groupe. Donc il y a un travail de groupe qui va être très important. Un travail de groupe qui va être structuré et structurant. Structuré parce que tous les mois, nous verrons en one-to-one groupe avec moi, mais on se verra aussi à l'ESSEC pour partager intergroupe les expériences et l'avancement des projets. Xavier mentionnait le fait que effectivement on est dans l'innovation, la mise en pratique de l'innovation et design thinking. Ce terme design thinking, il est utilisé, galvaudé, mais qu'est-ce que l'on veut faire? Ce que l'on veut faire, c'est rendre nos projets le plus agile possible, le plus proche de nos clients, le plus proche de nos bénéficiaires, parce que parfois, ce ne sont pas des clients, mais ce sont des bénéficiaires. J'enseigne à l'armée française, il n'y a pas de clients, ce sont des bénéficiaires de projets. J'enseigne l'agilité aussi. Donc, voilà. Donc, une fois par mois, on se retrouve, moi, avec le groupe, et on se retrouve aussi en classe plénière, une après-midi par mois, pour faire le point de l'avancement. Et ce point de l'avancement, eh bien, on respecte des étapes d'innovation. Et c'est ce que voulait mentionner Xavier. C'est-à-dire, on va s'intéresser aux clients, on va s'intéresser à l'environnement du projet, avec tous les outils que l'on utilise en stratégie, sur l'attractivité d'un environnement, les forces concurrentielles, la chaîne de valeur, les barrières à l'entrée, etc. Et toute la méthodologie des projets, mais appliquée à l'innovation. C'est-à-dire en intégrant fortement, effectivement, l'agilité dans ces projets, pour pouvoir peut-être, et ça a été le cas l'année dernière, pour pouvoir peut-être aussi ce qu'on appelle pivoter dans le jargon de l'innovation, c'est-à-dire on s'aperçoit que finalement, on a un beau projet, et finalement, personne n'en veut. Donc, il n'est pas assez attractif pour
pour les bénéficiaires ou les clients. Donc, eh bien, on va le changer. On va peut-être pas changer les solutions, on va peut-être s'intéresser à d'autres problèmes. Voilà. Donc, c'est toute cette méthodologie qu'on va mettre en œuvre et il y aura des moments forts. Au moment où, eh ben justement, il va falloir commencer à mettre en œuvre ce que l'on a imaginé. Et là, il y a des moments de panique, des moments de prise de conscience collective. Et là, le groupe est important. L'effet groupe et l'effet intergroupe est important pour pouvoir se soutenir. Et je pense que Aurélie et Jérémy auront à cœur de vous montrer comment ces moments forts étaient importants dans la formation. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus, mais en gros, c'est ce que je voulais partager avec vous et je suis ouvert à toutes les questions. Oui, merci François. Justement, il y a une question sur des exemples de projets. Alors, je pense que Jérémy, effectivement, et Aurélie vont parler Alors, des exemples de projets. Mais... Alors, parmi les projets de l'année dernière, il y avait un exemple sur une cité responsable. Donc, comment finalement encourager, avec le Covid, comment finalement encourager le travail à distance, mais au niveau de la cité, au niveau de la municipalité, et comment faire en sorte que le travail à distance puisse être redynamisé. Voilà, Aurélie aura peut-être à cœur de dire qu'il y avait un projet de tourisme qui a finalement qui s'est finalement terminé sur la santé et sur la reconquête des territoires dans le domaine de la santé. Et puis Jérémy aura aussi un autre projet. Donc voilà, des projets très différents qui peuvent être sociaux, comme le premier que je vous ai cité, qui peuvent être dans la technique aussi, et qui peuvent être publics. Quand je dis public, au niveau de la région, au niveau de l'État, et qui peuvent être très commerciaux, au niveau des services ou au niveau des ventes de matériel. Voilà. Très bien. Je dirais que tout est innovation dans le monde dans lequel on vit, et l'innovation va de plus en plus vite, mais elle devient de plus en plus responsable. Parfait. François, c'est très clair. Merci. On va effectivement peut-être maintenant passer la parole directement à Aurélie. Quoi de mieux que d'avoir le retour des participants eux-mêmes? C'est certainement aussi ce que vous attendez. Donc, Aurélie, on te laisse nous exposer ton expérience en tant que participant du certificat management et innovation responsable ProBo 2020. Voilà, les temps forts, ce que tu as retenu, ce qui a eu le plus d'impact pour toi et puis bon, pour ton avenir professionnel aussi. Merci Carole. Bonjour à tous. Donc, je suis Aurélie Doux, je suis directrice de la communication et du marketing territorial à la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, je suis basée à Bordeaux. J'occupe ce poste depuis un petit peu plus de 5 ans, depuis la fusion des régions. La Nouvelle-Aquitaine est la plus grande région de France depuis la fusion des régions Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. J'ai choisi cette formation parce que je ressentais le besoin de compléter mon socle de connaissances et méthodologiques. Ma formation initiale commence à dater un petit peu. J'avais déjà eu l'occasion dans mon parcours professionnel de faire des formations courtes avec l'ESSEC que j'avais beaucoup appréciées, qui étaient d'un bon niveau avec cet équilibre-là entre côté pratique et enseignement théorique avec de bons intervenants. Donc, je me suis naturellement tournée vers l'ESSEC quand j'ai cherché à faire une formation un petit peu plus conséquente. Ce qui m'a intéressé au moment où j'ai commencé à me renseigner, le titre du programme intégrait encore l'innovation, enfin le management stratégique de l'innovation et des services. Donc, la partie service m'intéressait beaucoup. Bien que ça ait disparu du titre, cette dimension de service est encore très présente dans la formation. Voilà. Donc, au départ, ce que je venais chercher, c'est consolider mes méthodos, les connaissances socles pour pouvoir être en capacité de déployer des démarches d'innovation dans son acceptation la plus large, que ce soit en termes d'innovation dans le managérial, innovation dans les services et en aucun cas une innovation
vue comme une innovation purement technologique, bien sûr. Et en fait, ce que j'en ai retiré, c'était bien au-delà de ça. C'est-à-dire que sur la partie connaissance, méthodo, toutes les étapes de l'innovation, son ancrage historique, philosophique, là, ça allait, on a eu toute cette partie-là qui nous a permis de maîtriser vraiment tous les process, de bien comprendre l'innovation dans toutes ses dimensions. Mais au-delà de ça, il y a cette partie qu'évoquait Xavier tout à l'heure de transformation un peu des participants. C'est-à-dire que ça nous interroge sur notre fonction de cadre dirigeant, effectivement, au sein de nos structures, aussi en tant que citoyen. Et ça, c'est quelque chose vraiment que je n'étais pas venue chercher, mais qu'on a découvert avec, enfin, je dis on parce que je pense qu'on partage ça, Jérémy pourra nous le dire. Cette dimension-là était très, très importante, parce qu'en fait, ça nous permet d'avoir quelque chose de très complet et de très structurant. Donc voilà, à la fois plein succès sur cette partie plus académique, mais cette fonction aussi liée à la philosophie qui nous interroge. La partie pratique, donc pilotée par François, est aussi extrêmement structurante dans le programme. On commence le premier jour par le choix des projets jusqu'à la présentation de notre projet sur le jour de conclusion du programme. Donc c'est un travail de longue haleine qui s'étend sur plusieurs mois. Et là, c'est vrai que la partie pratique, opérationnelle, immersive en fait, parce qu'on se plonge complètement dans notre projet, même si on n'a pas par vocation au début de le mener à bien, ça reste un exercice. Alors, on est complètement immergé, on se prend complètement au jeu. La dimension collective est effectivement très forte, à la fois on était 3 sur notre groupe projet, donc à la fois tous les 3, et à la fois au sein de la promo, on était 10, ce qui est super parce que ça permet de bonnes interactions et quand même suffisamment nombreux pour avoir l'apport des richesses des parcours et des personnalités de chacun. Et François organise, au-delà du travail avec chacun des groupes, de l'interaction avec les autres groupes sur chacun des projets. Donc ça, c'est extrêmement enrichissant d'avoir ces points de vue-là. Prévenir aussi les participants que c'est quand même un fort investissement personnel. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et c'est pas un programme qu'on fait comme ça à ses heures perdues. Il faut vraiment, si on veut en tirer l'essentiel, c'est quand même, j'imagine, l'objectif quand on se lance dans cette aventure-là. Il faut vraiment se dédier, se trouver du temps pour y participer, que ce soit sur le projet ou sur les restitutions d'une fois sur l'autre. Xavier nous demandait des petits wrap-up de restitution des enseignements de la fois précédente. En termes de plus-value aussi du programme, c'est vrai que la richesse des intervenants, on voit Xavier à chacune des sessions tous les mois, mais aussi il y a évidemment d'autres intervenants qui permettent d'apporter des éclairages sur des parties plus pointues, comme les business models, comme le marketing digital, comme le design thinking, et aussi sur la dimension très forte de responsabilité, d'entrepreneuriat, d'éthique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les points de vue. Et on peut avoir des intervenants qui peuvent nous amener des éclairages qui peuvent s'opposer ou qui peuvent être pas complètement convergents. Et ça, c'est intéressant parce que c'est à nous d'en tirer l'essence ici et de faire notre propre avis sur tel ou tel aspect de l'innovation, son impact en termes de responsabilité, comment appréhender ces problématiques-là. Et dernière chose, c'est la dimension sur l'appréhension des problématiques complexes. Xavier l'a pas dit, je crois, mais au-delà des cours, il y a des MOOC. On avait des MOOC sur le transhumanisme et l'innovation managériale. Et le MOOC sur le transhumanisme, qui est très dense, nous amène au-delà du transhumanisme et de cette question-là particulière, à nous interroger, à savoir comment appréhender des problématiques complexes et à savoir comment les gérer et ne pas avoir des avis forcément immédiats et tranchés, mais savoir comment gérer ce type de cas de figure-là. Donc voilà, donc je pense que vous le voyez, moi je suis très satisfaite de m'être investie dans ce programme. Ça a été assez lourd parce qu'il se trouve que j'avais d'autres engagements paraprofessionnels dans le même temps. Mais du coup, voilà, ça fait un premier semestre 2021 très dense.
Et maintenant, il y a des élections régionales en juin dernier. J'envisage donc après avoir fait un mandat entier de changer de poste et je m'interroge sur la suite de mon parcours professionnel et je me sens vraiment beaucoup plus solide en fait pour appréhender, de prendre la direction générale d'une structure, ce que je peux peut-être imaginer. C'est quelque chose qui est très solidifiant en fait sur un point de vue personnel et professionnel. Merci Aurélien pour ce témoignage, c'est très riche, très complet. Ça donne envie, donc je te remercie pour tous ces éléments. Maintenant, on va laisser la parole à Jérémy. Alors Jérémy, vous n'allez pas le voir, hein, vous avez sa photo. Il y a un petit souci technique, donc vous allez l'entendre, mais Jérémy, tu nous entends bien? C'est bon. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est à toi. On t'entend très bien. Eh bien, merci Carole, merci François, Xavier et Aurélie. Donc, je suis très content de vous dire quelques mots sur cette formation que comme Aurélie, j'ai suivie cette année, enfin l'année dernière plus exactement. Donc moi, je suis donc Jérémy Viel, je suis responsable offre et innovation chez Nickel, qui est une néobanque française filiale du groupe BNP Paribas. J'ai un profil ingénieur avec en plus un diplôme d'école de commerce. En deux mots sur ma carrière, parce que vous allez voir, il y a un peu d'entrepreneuriat dedans. Donc, j'ai commencé ma carrière dans le conseil IT. Ensuite, j'ai travaillé dans les services financiers comme chef de projet. Puis, j'ai été entrepreneur dans le domaine de l'opéra et de la musique classique, qui est un domaine de passion. Et en 2017, j'ai rejoint Nickel, qui est un jeune, à l'époque, un jeune établissement de paiement en pleine croissance, pour monter un service organisation. Et puis, on m'a donné la direction des risques. Et il y a un an, j'ai fait un grand écart puisque j'ai rejoint la direction marketing de l'entreprise pour monter une équipe offre et innovation. Et j'avais pas fait de marketing depuis assez longtemps et depuis mes études. Et cette équipe, elle a pour vocation de piloter les offres existantes, mais surtout de développer de nouvelles offres pour pouvoir innover tout en respectant l'ADN de l'entreprise, c'est-à-dire l'utilité, la simplicité, la bienveillance et la transparence. En soi, ce qu'on me demande de faire aujourd'hui, c'est de l'innovation responsable. Et donc, ce que je cherchais en candidatant à ce certificat management de l'innovation responsable, c'était en tant que prise de poste, d'abord un cadre pour pouvoir aborder ce nouveau poste et donc savoir, mais finalement, qu'est-ce que c'est que l'innovation? J'aimerais bien savoir de quoi je parle avant de commencer à travailler dans ce domaine. Et d'autre part, je me sens depuis plusieurs années de plus en plus concerné par les problématiques de développement durable et de réchauffement climatique. Et c'est d'ailleurs un des éléments qui m'avait amené chez Nickel, qui en soi est une innovation responsable by design, parce qu'il y a un côté social qui est très fort. Et donc, je suis tombé sur ce certificat qui associe à la fois les mots innovation et responsable. Et là, je suis tombé instantanément amoureux de cette formation. On est un an plus tard et je peux vous dire que j'ai pas été déçu. Alors pour plein de raisons, mais les principaux points forts dont je vais vous parler, ce sont les suivants. D'abord, il y a une extrême richesse du contenu qui va du plus théorique. C'est celui qui vous permet de prendre du recul par rapport à votre situation, par rapport à votre culture, par rapport à ce que vous avez pu apprendre dans votre parcours professionnel jusque-là, jusqu'au plus pratique, avec des exemples d'innovation extrêmement concrets et efficaces, ce qui fonctionne, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui vous permet de comprendre de manière extrêmement pratique ce qu'est véritablement l'innovation. Voilà. Je fais un petit spoiler, mais l'innovation, c'est pas uniquement avoir une bonne idée. L'innovation, c'est comment en faire un succès commercial. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le deuxième point fort, c'est que nous avons un responsable de programme, Xavier, qui n'est pas un businessman, c'est un philosophe qui est spécialiste de l'innovation et qui fait intervenir un certain nombre d'intervenants qui sont tous d'horizons très divers et qui sont d'une qualité assez dingue. Et dans les personnes qui ont fait cette formation l'année dernière, je pense qu'on a chacun eu nos coups de cœur parmi les intervenants, mais il arrivait régulièrement on se retrouve à dire mais j'espère que ce cours ne va jamais se finir parce que c'est un vrai régal.
Et donc la qualité des intervenants est véritablement une grande force de cette formation. Et puis, Aurélie en a parlé, en parallèle et pendant toute la formation, on travaille par groupe sur un projet, sur le thème de l'innovation responsable, rondement accompagné par François, pour apprendre ou réapprendre toute la démarche de l'entrepreneuriat, depuis l'idée jusqu'à la levée de fonds et le lancement de l'entreprise. François, c'est un peu un partenaire de danse dans cet exercice. Il vous accompagne, il vous suggère, il vous donne de l'équilibre, et puis il vous fait pivoter beaucoup aussi. Et ça, c'est une grande chance de pouvoir être accompagné dans cet exercice, alors qui reste un exercice sur un temps limité, avec le temps qu'on réussit à mobiliser chacun de son côté en parallèle de sa carrière professionnelle et de la formation, mais qui est extrêmement challenging. Et ce challenge, c'est aussi quelque chose avec lequel on ressort extrêmement grand. Les conclusions personnelles que moi je retire de cette formation, elles sont extrêmement fortes et elles vont avoir des conséquences importantes sur mon avenir professionnel. Donc cette formation, de mon point de vue, c'est pas une simple formation sur un domaine ou sur un sujet qui est en lien avec votre métier. C'est vraiment beaucoup plus que ça, et ça a des impacts que on n'imagine pas forcément au moment où on se lance dans la candidature à cette formation. Voilà, donc je peux vous dire que je n'ai aucun lien avec l'ESSEC, et donc je me permets ce conseil: ne passez pas à côté de cette formation. Parfait. Merci Jérémy, hein. C'est effectivement très clair et très. Je pense que voilà, c'était exactement ce qu'on espérait en t'accueillant dans cette formation. Donc merci aussi pour ce retour d'expérience. Je pense qu'il est temps maintenant de passer à l'étape questions-réponses, hein, pour qu'on puisse bien respecter le timing de ce webinaire. C'est important aussi, chers auditeurs, que vous exprimiez aussi, hein, suite aux différentes interventions. Vous avez un onglet questions sur votre droite, je pense, qui vous permet de poser des questions aux différents intervenants, à Xavier, François, aux participants, aux anciens participants. C'est le moment, ou à moi-même, bien entendu. Il faut aussi que vous puissiez vous exprimer. Donc, c'est bien dans l'onglet questions, hein, ce n'est pas dans l'onglet chat. En attendant que vous puissiez identifier les différentes questions que vous avez sur cette formation, ou peut-être sur la procédure de candidature, justement, je vais peut-être revenir un peu sur la procédure de candidature. Alors, donc, je me suis présentée en introduction. Je suis Carole Micheton et je m'occupe de la procédure d'admission. Donc, c'est un programme qui rentre le 4 octobre. Alors, les certificats, on n'est pas sur des programmes diplômants. La procédure d'admission, elle peut être assez rapide, hein. C'est une candidature en ligne. Vous rencontrez, vous avez un entretien d'échange avec François Fège ou Xavier Pavie, s'il est disponible. Je soumets votre candidature, hein. Bien sûr, il y a un temps d'échange en amont avec moi ou une de mes collègues dans l'équipe du recrutement. Donc, ça peut être assez rapide. Et nous, on est surtout là aussi pour vous aider à monter aussi des dossiers de financement, vous renseigner sur tous les dispositifs de financement de la formation. Alors, ne prenez pas peur. En un mois, on a largement le temps de monter un dossier CPF. Vous avez le temps, on a le temps d'échanger avec vos RH. Il y a des dispositifs FNE suite à la situation que nous avons tous connue cette année, qui sont des dispositifs qui permettent de financer à 100% la formation des personnes qui ont quelqu'un un collègue qui est en chômage partiel encore cette année, hein, c'est jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, tous ces dispositifs d'aide de financement dans la formation, il faut en profiter. Et moi, ainsi que mes collègues, on est vraiment là, hein, pour vous aider à monter des dossiers de financement assez rapidement.
Voilà, et puis pour vous renseigner, vous rassurer et répondre encore à des questions qui pourraient rester en suspens suite à cette présentation. Carole, on a 2 questions. Oui, alors je vois pas. Alors, on a une première question, peut-être pour Xavier. Quelle est la différence en 2 mots, Xavier, entre les 2 formations qu'on propose, management stratégique de l'innovation et management de l'innovation responsable? Et quel est le public pour chacun des 2? Vous m'entendez toujours bien là? Oui, oui, très bien. Okay, parce que j'ai eu un petit souci d'écran, je ne savais pas si ça fonctionnait. Il y a, en fait, ce n'est pas les mêmes. Si je comprends bien, hein, parce qu'il y a un module en fait qui est sur le sujet, il me semble. Hein, c'est peut-être ça, ce à quoi vous faites référence. En fait, ce n'est pas du tout la même approche parce que le management de l'innovation responsable est beaucoup plus détaillé. C'est plus de jours, c'est plus détaillé, on rentre beaucoup plus dans le détail. Il y a le projet. Enfin, ce n'est pas comparable. Après, sur le fond. La partie innovation à proprement parler, on peut l'aborder, mais elle est forcément plus, comment pourrais-je vous dire, plus superficielle dans la première partie, enfin dans le premier programme que vous mentionnez, parce que nous avons moins le temps de rentrer dans le détail. Cette formation management de l'innovation responsable, sur la partie innovation à proprement parler, j'aurais du mal à dire qu'est-ce que l'on pourrait encore ajouter, si vous voulez. On peut toujours en ajouter, on peut toujours faire mieux, on peut toujours ajouter des choses à droite, à gauche, etc. Mais là, nous couvrons, enfin, je suis assez serein et assez content, si je puis me permettre, lorsqu'un participant sort de la salle après l'ensemble de ces 14 jours, il est entièrement équipé pour l'innovation et il saura gérer une organisation de l'innovation. Ce qui n'est pas forcément le cas pour l'autre. Dans l'autre programme que vous mentionnez, il saura ce que c'est que l'innovation, alors que dans le deuxième, il y aura véritablement un management de l'innovation qui sera beaucoup plus détaillé. J'espère que je réponds bien à la question parce que je n'arrive pas à la voir. Je ne sais pas pourquoi j'ai un problème de… Dans le module question. Ensuite, il y a une deuxième question, c'est comment s'organise le travail d'un groupe projet sur la durée entre 2 réunions, 2 groupes en présentiel. Alors, on a des après-midi qui sont consacrés au projet. Et là, on est en séance plénière. Donc, généralement, ça suit une intervention de Xavier. Et j'interviens donc l'après-midi sur l'ensemble des projets en donnant un thème pour avancer dans le design thinking. Je vais peut-être laisser la parole à Aurélie et Jérémy sur la partie intercession. Parce que la partie intercession, moi-même, je consacre 1 heure par mois à chaque groupe pour qu'on travaille ensemble et voir où ils en sont. Il n'y a pas que ça, il y a aussi un travail du groupe lui-même. Alors là, Aurélie, comme je n'y suis pas, et Jérémy, peut-être que tu peux témoigner. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, ça nécessite de se voir entre les sessions, enfin de travailler entre les sessions. Donc, les groupes sont formés dès le premier jour de la formation par affinité autour des projets retenus. Et ensuite, il y a une organisation qui doit être mise en place par le groupe, sous le pilotage et les conseils de François, mais il y a quand même une organisation propre au groupe qui nécessite d'avoir des échanges. Alors, on a tous pris l'habitude des visios en ce qui nous concerne. On avait des échanges qui consistaient à se répartir le travail en fonction aussi de nos compétences et de nos appétences et du projet. Voilà, on avait dans le groupe auquel j'appartenais, il y avait quelqu'un qui avait plus une dimension commerciale, qui connaissait très bien la santé, donc le domaine dans lequel on a déployé le projet. Donc, il était plus en charge de prendre des contacts sur cette partie-là. Avec quelqu'un qui était très, très fort en digital, en marketing, donc il a plus pris cette dimension-là. Et donc, en fait, on avait une organisation où on se voyait systématiquement au début du projet 1 ou 2 fois par mois entre les sessions, et à la fin, ensuite, c'était 1 fois par semaine, et tout à la fin pour finaliser le rapport et la présentation, puisque les livrables attendus, c'est une présentation pour un pitch de 15-20 minutes, et c'était le cas pour notre propos, et un rapport
qui reprend toutes les étapes de l'entrepreneuriat qui sont données par François tout au long des mois. Et donc à la fin, là, on était plutôt sur un rythme très dense de visio pour pouvoir finaliser ça jusqu'à la dernière minute. Donc voilà, une organisation sur notre temps personnel et recevoir effectivement à distance et en fonction des appels, basé sur une répartition du travail en fonction des différentes échéances dictées par François à chaque session mensuelle. Très bien, merci Aurélie. En fait, il y a une dernière question sur la durée de la formation, c'est 14 jours, mais quelle est la répartition finalement qui va être faite entre le présentiel et le distanciel? Carole? Alors, effectivement, j'allais revenir sur la durée, on ne l'a pas indiqué puisque l'idée c'était vraiment les retours d'expérience aujourd'hui et les échanges avec le directeur de projet, le directeur académique, mais sur la structure et de toute façon, bien entendu, je vais tous vous envoyer après cette présentation le détail du planning, de la brochure, pour que vous ayez vraiment le format. On est sur un format de 2-3 jours par mois sur les certificats qui doit rester relativement compatible avec une activité professionnelle puisque c'est une formation quand même qui s'adresse à des cadres dirigeants. 14 jours, 2-3 jours par mois. Alors là, Et c'est à la Défense, c'est pas à Cergy. Non, oui, absolument. C'est sur le campus de la Défense qui est le campus de la formation continue qui s'adresse aux professionnels qui sont en activité professionnelle ou pas, ou en reconversion. J'ai parlé du dispositif FNE, c'est plutôt pour les personnes au chômage partiel en ce moment. Voilà, 2-3 jours, et ça s'étend entre à peu près octobre et avril 2022. Donc, c'est quand même assez... voilà, on est quand même sur 6 mois à peu près de formation. Ce sont des certificats qui se font vraiment dans le temps, que vous puissiez justement mûrir votre expérience de formation entre 2 modules, et puis que vous puissiez surtout travailler sur votre projet, comme ça a été indiqué par Aurélie, Jérémy et François. Il y a une dernière question peut-être. Oui, c'est au CNIT, Eric. Une dernière question concernant est-ce que la certification est un boost pour ma carrière? Peut-être que Jérémy peut peut-être répondre, parce que moi, le diplôme de l'ESSEC date un peu. En fait, plus qu'un boost pour votre carrière, c'est avant tout un boost pour vous et pour vous poser les bonnes questions sur comment vous voulez orienter votre carrière. Donc, je pense que certainement, dans des entretiens avec des entreprises qui cherchent quelqu'un qui peut les aider sur l'innovation, ce sera évidemment un plus. Mais je pense que le premier objectif à chercher, c'est pas tellement un boost pour sa carrière, c'est un boost pour soi-même dans la construction de sa carrière, indépendamment du titre que l'ESSEC représente et qui évidemment a une grande valeur. Voilà. Donc oui, un boost pour la carrière, mais aussi avant tout des axes de clarification personnelle. Voilà. Après, j'ajoute que c'est une certification officielle qui est enregistrée au répertoire officiel de certification. Donc, ça a un impact sur les financements. C'est une certification officielle reconnue par l'État. Voilà. Bon. Eh bien, je vais vérifier s'il y a d'autres questions. Bien, écoutez, on a bien respecté le timing de ce webinaire. Je voulais remercier chaleureusement déjà nos intervenants, François, Xavier, Aurélie et Jérémy, qui ont bien voulu nous accorder du temps sur leur temps de travail, ce retour d'expérience. Et puis, je remercie aussi tous les auditeurs. Vous étiez nombreux aujourd'hui. On reste bien entendu à votre disposition pour des questions maintenant sur la partie admission. Et comme je vous l'indiquais, on va vous envoyer dès cet après-midi toutes les informations, le planning, la brochure, la procédure d'admission et toutes les personnes que vous pouvez contacter dans le cadre de ce recrutement. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Bon après-midi. Excellent après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir.